Bonjour, je suis Sabrina Krief, je suis professeure au Muséum national d'histoire naturelle et dans le cadre de l'initiative One Forest Vision, je coordonne avec Jérôme Chave le pilier 1 et ma partie en fait concerne plus spécifiquement la biodiversité et tout particulièrement la biodiversité animale. Donc ce pilier 1, il est plus large que la biodiversité animale puisqu'il s'agit de comprendre le carbone forestier et la biodiversité sur le terrain à l'échelle du paysage. Donc ça intègre à la fois des inventaires forestiers en termes de biodiversité, une amélioration de la méthodologie qui vise à calibrer et valider la télédétection sur des sites qui sont bien déterminés, qu'on appelle les super sites dans le cadre du One Forest Vision. Et puis, une partie qui concerne l'identification botanique des plantes, avec une mise à l'échelle des identifications par PlanteNet, qui est donc une application qui vise à améliorer en fait ces identifications, notamment en Afrique et dans les autres bassins forestiers. Alors, plus spécifiquement, notre objectif est de pouvoir mettre en place des méthodes innovantes pour un suivi de la biodiversité par machine learning et intelligence artificielle. En effet, pour faire un suivi de la biodiversité qui soit harmonisé, on voudrait développer des protocoles et des outils qui sont à la fois fiables, simples d'usage, c'est-à-dire accessibles vraiment à tous, gratuits et surtout utilisables sur le terrain dans des conditions forestières et sans équipement coûteux. Donc l'objectif est que ces outils soient accessibles et s'adressent aux ONG, aux communautés locales, au gouvernement, aux chercheurs et pourquoi pas par exemple aux fermiers. Donc une première étape consiste à faire un développement de ces outils et une calibration sur des super sites. Alors tout d'abord en Afrique, cet inventaire de biodiversité ne concerne pas uniquement que les espèces menacées ou la faune emblématique. On souhaite aussi s'intéresser à ce qu'on appelle une faune plus ordinaire, donc insectes, rongeurs par exemple, et aussi plus spécifiquement aux espèces qui sont impliquées dans des conflits humains-faune. L'objectif de la deuxième étape, et une fois que cette validation, cette calibration a été faite sur les super sites, de pouvoir l'étendre de manière géographique, mais aussi en termes d'application et surtout d'intégration, c'est-à-dire de vraiment associer la biodiversité et ces méthodes d'inventaire à les méthodes qui permettent d'évaluer la biomasse forestière et la biodiversité végétale, puis ensuite d'intégrer ça aux autres piliers du One Forest Vision. C'est vraiment, bien sûr, pour nous extrêmement important que ces outils s'adressent aux trois bassins de forêt tropicale. Donc, même si les prototypes sont mis en place en Afrique, on souhaite vraiment que la forêt amazonienne et l'Asie du Sud-Est puissent être des zones sur lesquelles ces outils sont utilisés et testés. Et puis également au niveau des interfaces forêt-agriculture et des zones exploitées, et tout particulièrement donc dans les zones de conflits humains. Donc il s'agit bien d'avoir une approche à la fois multimodale, mais surtout fonctionnelle des écosystèmes forestiers. On ne veut pas faire juste des listes d'inventaire, mais bien voir comment fonctionnent ces écosystèmes. Alors, quelques résultats. En termes de première étape de développement d'outils, on a utilisé le site de terrain de Sebitoli en Ouganda, avec une équipe de terrain qui a été constituée spécifiquement pour ce travail, donc menée par un Ougandais, Innocent Kazekendi, et 5 assistants de recherche. Un premier outil qui a été développé sera présenté par Hugo Magaldi. Il s'agit en fait d'un outil qui permet d'utiliser des données de caméra trap, aussi bien des images que des photos, pour développer donc un algorithme permettant la reconnaissance automatique de 34 taxons. Donc cet outil s'est appuyé sur des données collectées dans 11 pays et plus de 3 millions d'images. Et donc, il est accessible via une plateforme. La deuxième partie, et je vais laisser la parole à Gabriel Dubus, concerne l'acoustique. Bonjour, je suis Gabriel Dubus, ingénieur de recherche au Muséum d'histoire naturelle dans le cadre de l'initiative One Forest Vision. Moi je travaille sur les parties acoustiques pour le suivi de la biodiversité. Euh, dans un premier temps, on s'est intéressé donc à mieux comprendre cet outil acoustique comparativement à d'autres méthodes pour faire du suivi de biodiversité avec des exemples d'espèces très caractéristiques, avec par exemple ici le chimpanzé.
Donc également le colloque Guéreza, et enfin les rumbles d'éléphants. Donc ici, on a trois cas assez typiques qui peuvent être étudiés à la fois par l'acoustique et par les caméras trappes. On a par exemple les chimpanzés qu'on observe bien en caméra trappe, mais qui vont également émettre des vocalisations très puissantes et qui vont nous permettre d'avoir des informations sur leur comportement sur des grandes distances. À l'inverse, le colloque Guéreza est peu capté par caméra trap puisque c'est une espèce très arboricole, mais qui vocalise énormément et donc l'acoustique est un outil très intéressant pour son suivi. Et à l'inverse, les éléphants vocalisent beaucoup moins et en revanche sont très visibles par caméra trap évidemment dû à leur taille et donc vont être très intéressantes à suivre plutôt par caméra. Mais au-delà de ces trois espèces, on s'intéresse de manière plus large à toute la biodiversité avec des méthodes écoacoustiques, que ce soit supervisées ou non supervisées, pour pouvoir faire des états de présence d'insectes ou d'oiseaux à plus large échelle. Ici, je vais vous présenter un des projets sur lesquels nous avons travaillé ici en utilisant la complémentarité caméra trap et acoustique, qui s'intéresse au comportement d'un groupe de chimpanzés aux frontières de leur territoire. Donc ici, c'est une population de chimpanzés à Sebitoli, au nord du parc national de Kibale. Dans leur zone d'habitat, nous avons placé des enregistreurs couplés à des caméras à trappe en 16 points, notamment donc à chaque fois par 4 pour le centre de leur territoire, ici en vert et à l'est et à l'ouest qui correspondent ici aux frontières de leur territoire avec des contacts anthropiques, donc qui peuvent être avec plus ou moins de concurrence puisque à l'est on retrouve des champs de thé qui n'intéressent pas spécialement les chimpanzés et à l'ouest des champs de maïs, sur lesquels les chimpanzés vont venir prélever du maïs pour se nourrir, ce qui peut entraîner parfois du conflit avec les humains et enfin une frontière au sud, une frontière à laquelle un autre groupe de chimpanzés plus au sud est présente et donc on peut avoir des conflits entre ces deux communautés de chimpanzés et donc avec ces enregistrements, on va s'intéresser au comportement de ces chimpanzés aux frontières. Donc on a placé ici des caméras et des enregistreurs pendant 3 mois en 2023 et les enregistreurs acoustiques ont été mis en marche 8 heures par jour le matin et le soir. Donc ici, c'est mes premiers résultats. Donc ici, comme hypothèse, on a ici donc des comportements qui vont être différents en fonction des frontières. Et ici, je vous présente simplement les différentes détections qu'on a pu avoir de chimpanzés avec caméra trap et vocalisation. Donc on constate ici, par exemple, que le nombre de détections, notamment en acoustique, est assez supérieur au nombre de détections par caméra trap. On a en effet environ 3000 vocalisations détectées pour environ 117 événements caméra trap. Mais l'idée ici, c'est pas de montrer que l'acoustique c'est mieux ou moins bien que les caméras trap, c'est montrer leur complémentarité. Effectivement, la suite de l'étude va s'intéresser au type de vocalisation émise et comprendre leur comportement et notamment en fonction pour comprendre s'ils ont un comportement plus ou moins vocal en fonction du type de frontières et des types de conflits qu'on peut avoir avec notamment les zones anthropisées. Merci Gabriel. Une autre partie, en fait, concerne ensuite l'identification individuelle des chimpanzés. Donc, on a vu tout à l'heure que le premier algorithme permettait de reconnaître les espèces présentes sur les caméras trappes et donc de trier et donc d'identifier, par exemple, les chimpanzés, les éléphants ou des chats dorés, etc. Mais une autre étape qu'on aimerait réussir et ensuite l'identification individuelle. Et donc pour ça, nos stagiaires, donc Théo Driffet, mais aussi Cyprien pour les éléphants, ont travaillé pour entraîner un détecteur à reconnaître les visages donc sur une image où il y aurait des chimpanzés. Puis ensuite à placer des points qui sont tout particulièrement intéressants pour identifier des individus. Et puis bah, on en est à l'étape de reconnaissance des individus. Et voilà un exemple d'image qui nous permettent de commencer à bah, essayer d'identifier différents individus chimpanzés. Celui qu'on voit à gauche étant Aragon, le suivant étant Butchaman. Et celui qui est caché derrière est pas encore visible. Hop, voilà, donc deux autres qui arrivent. Et donc l'objectif est bien entendu que sur une image où par exemple donc on a ce dernier chimpanzé Elliot qui arrive, on puisse donc décrire l'ensemble des individus présents sur une vidéo. Et puis bah, quand on a des milliers
de vidéos, s'assurer du nombre d'individus et ainsi être beaucoup moins intrusif, puisque l'habituation de ces espèces, par exemple, demande des années d'observation. Donc, un petit point rapide sur l'étape 2 qui vise à l'extension géographique et à appliquer nos méthodes dans d'autres sites. Donc, une première application serait de comparer ce qu'on a fait en Ouganda avec une zone du Gabon où, cette fois-ci, les chimpanzés ne sont pas en présence d'activité humaine et donc de comparer dans ces cas-là le taux de vocalisation aux différentes frontières de leur territoire et de vérifier donc s'il y a une différence en termes de conflits intra- et intergroupes, donc avec une application qui est vraiment une application qui permet de valider les protocoles, mais aussi de recherche académique et qui permet de former des équipes de terrain également au Gabon et de travailler avec des étudiants locaux. Un autre exemple d'application en termes de conflit humain-faune concerne le conflit entre les humains et les chimpanzés ou les humains et les éléphants. Et là encore, on a souhaité comparer l'efficacité ou la complémentarité plutôt des caméras à détection de présence et de l'acoustique, sachant que jusqu'à présent, on a des humains, donc des gardiens, qui sont présents dans les champs. Et en 2024, en fait, ce gardiennage correspondait à 25 000 heures de surveillance. Donc, quelque chose qui est vraiment long et fastidieux. Donc, on a essayé de mettre en place une nouvelle technique de répulsion avec du piment. Et pendant 8 semaines, on a regardé les incursions des éléphants et des chimpanzés détectées par les Chimps Guardian, les caméras de trappe et l'acoustique. Et là, on se rend compte que, par exemple, si on regarde les incursions détectées à la fois par les Chimps Guardian et les caméras trappe, on n'a que 8 visites communes observées sur 28 qui se sont a priori passées. Et l'acoustique a permis de détecter la présence des chimpanzés pendant 24 jours sur 40 jours de suivi. Dans le cas des éléphants, 8 visites ont été détectées par les Chimps Guardian, aucune par les caméras trappe et 4 jours sur 40 ont été détectés par l'acoustique. Donc ça nous montre vraiment la complémentarité en fonction des espèces étudiées, des contextes, des questions de recherche, avec évidemment d'autres espèces, par exemple les félins qui peuvent être très impliqués en Amazonie dans les conflits homme-faune et auxquels on voudrait vraiment que notre outil puisse s'appliquer. Et en termes d'intégration, donc c'est un petit peu quelque chose d'un peu plus compliqué là, mais c'est simplement pour dire que sur les cybersites, on souhaite associer de cette façon-là, à la fois en Afrique, mais aussi donc en Amazonie et en Asie, à la fois la détection par lidar, l'étude par lidar en fait de la biomasse, qui est confirmée par analyse au sol sur des parcelles. Donc ce travail est en cours, notamment à Sebitoli. Et dans ces parcelles, appliquer notre suivi de biodiversité des différentes espèces et nos algorithmes. Récemment, donc en octobre, la formation PlanteNet a été effectuée par Muriel Droissard et Daniel Barthélémy, ce qui a permis à 90 participants de vraiment acquérir la méthode d'utilisation de PlanteNet et donc de pouvoir la mettre en application, notamment sur les zones de supersites, mais bien plus largement dans tous les territoires possibles forestiers, dans ce cas-là en Ouganda. Une troisième étape consistera donc à faire les inventaires de biodiversité à partir du terrain, donc directement au sol sur les parcelles, et donc de vérifier et calibrer aussi les données acquises par l'IDAR. Donc notre objectif est bien sûr de répliquer l'ensemble de ces travaux, à la fois dans les zones de supersites déjà définies et dans les autres bassins forestiers. Voilà pour l'état actuel de nos travaux dans le cadre du pilier 1. Je vous remercie pour votre attention.